Quelque part dans les eaux sombres du golfe Persique, dans le silence oppressant de la nuit, 4 commandos Navy SEAL étaient allongés à plat contre le fond marin, à environ 18 mètres sous la surface. Immobiles, retenant leur souffle aussi longtemps que leurs poumons le permettaient, pendant qu'une vedette de patrouille iranienne fendait les eaux directement au-dessus d'eux. Ils pouvaient sentir la vibration des hélices traverser l'eau comme une onde à travers leurs combinaisons, leurs casques, leurs os. Une seule bulle remontant trop vite, un seul mouvement brusque, une seule signature magnétique suffisamment forte pour émerger du bruit ambiant. Et cette opération n'imploserait pas simplement. Elle détonnerait en une guerre régionale capable d'entraîner la moitié du Golfe et chaque groupe de frappe aéronavale dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Les SEAL n'étaient maintenant pas censés être là. Les Iraniens n'étaient pas censés savoir que quoi que ce soit se passait. Et pourtant, en cet instant précis, un drone sous-marin iranien tournait en cercle à moins de 35 mètres de leur position. Ces capteurs balayaient méthodiquement le fond à la recherche de la perturbation métallique exacte que l'équipe venait de créer. Ce n'était pas un exercice d'entraînement, ce n'était pas une simulation. C'était une partie d'échecs à domaines multiples, jouée en temps réel sur le plancher du plan d'eau stratégiquement le plus disputé de la planète. Et les 8 minutes à venir allaient en déterminer si la mission se conclurait comme un chef-d'œuvre tactique ou comme l'étincelle qui embraserait quelque chose que personne ne pourrait jamais effacer. Pour comprendre comment 4 opérateurs s'étaient retrouvés plaqués dans la boue avec des chasseurs iraniens fondant sur eux, il faut prendre du recul et voir ce qui était réellement en jeu. Et ce n'était pas simplement un câble. Le détroit d'Ormuz est l'étranglement énergétique le plus critique au monde. 21 millions de barils de pétrole traversent ce couloir d'eau étroit chaque jour. Ce n'est pas une estimation. C'est un chiffre précis et incompressible. Il représente environ 21% de la consommation mondiale de pétrole. Si le détroit se ferme, les prix du pétrole ne grimpent pas. Ils explosent. Les réserves stratégiques sont activées. Les chaînes d'approvisionnement se grippent. Des économies entières commencent à fonctionner sur les vapeurs de leurs dernières ressources en l'espace de quelques semaines. L'Iran le sait, les États-Unis le savent. Et pendant des années, Téhéran avait silencieusement bâti une infrastructure sous-marine conçue pour leur donner un contrôle total sur ce point d'étranglement si les choses venaient à s'embraser. Enfoui sous le plancher du Golfe s'étendait un vaste réseau de fibres optiques reliant les stations radars côtières, les batteries de missiles anti-navires et les embarcations d'attaque rapide stationnées à la base navale de Bandar Abbas. C'était un système nerveux militaire durci, immunisé contre le brouillage satellitaire, résistant aux frappes aériennes et pratiquement invisible pour la surveillance conventionnelle. Ce n'était pas simplement une infrastructure de communication, c'était la colonne vertébrale d'un commandement et d'un contrôle permettant à l'Iran de coordonner des tactiques d'essaim à l'aide de dizaines de petits bateaux rapides et lourdement armés, capables de submerger même un destroyer s'ils convergeaient ensemble. Le câble lui-même était considéré comme intouchable. L'Iran l'avait publiquement qualifié de couche défensive impénétrable. Ce n'était pas du bluff. L'installation avait été protégée par des capteurs redondants, des drones sous-marins et des déclencheurs acoustiques conçus pour détecter toute intrusion. S'en débarrasser n'était pas simplement couper un fil. C'était couper la tête d'un réseau de menaces distribuées sans que l'Iran ne sache jamais que quelqu'un était venu. C'est là qu'intervint le plan d'opération. Il avait été conçu comme une opération à domaines multiples dès le départ, ce qui signifiait que l'action se déroulant sur le fond marin n'était qu'une pièce d'un système bien plus vaste, s'étirant du plancher océanique jusqu'à une altitude de plusieurs milliers de mètres. En surface, un navire de soutien qui ressemblait à un vieux chalutier de pêche local dérivait lentement. Sa signature radar avait été délibérément vieillie, sa coque rouillée, son profil de vitesse impossible à distinguer des dizaines d'embarcations en bois qui sillonnent ses eaux chaque nuit. Mais sous cette coque se trouvait un relais de communication durci et une trappe d'insertion scellée. C'est par là que les 4 SEAL étaient entrés dans l'eau. Derrière le navire de soutien, maintenant sa position juste à l'extérieur des eaux territoriales iraniennes, un destroyer de classe Harlech-Burke naviguait dans un silence électromagnétique total. Pas de radar actif, pas de transmission radio, seulement des capteurs passifs et un plein chargement de contre-mesures en attente. Et sous tout cela, immobile dans une tranchée profonde depuis maintenant 2 jours, un sous-marin de classe Virginia.
Il n'était pas là pour lancer des torpilles. Il était là pour cartographier l'environnement sous-marin, repérer les couches thermiques susceptibles de déformer le sonar et transmettre à l'équipe SEAL des données de navigation en temps réel par le biais d'impulsions acoustiques étroitement focalisées, quasi impossibles à détecter. Au-dessus de la surface, tournant en orbite à haute altitude, un P-8 Poseidon assurait une surveillance constante de la base navale de Bandar Abbas. Officiellement, il effectuait une surveillance de routine. En réalité, son radar était rivé sur chaque embarcation d'attaque rapide iranienne à quai, prêt à pousser une alerte dès que l'une d'elles mettrait ses moteurs en marche. Cette maille entière, sous-marins, destroyers, navires de soutien, aéronefs, créait un filet invisible à 360 degrés autour de la mission. Les SEAL n'opéraient pas seuls. Ils opéraient à l'intérieur d'une grille coordonnée de capteurs et de communications dont l'Iran n'avait aucune idée de l'existence. Aux premières heures du matin, les 4 opérateurs se trouvaient déjà à 18 mètres de profondeur, progressant en formation de losange serrés dans une visibilité quasi nulle. L'eau du Golfe n'est pas claire. C'est une épaisse suspension de limon, de boue et de matières organiques. La visibilité en profondeur dépasse rarement 3 ou 4 mètres. L'équipe naviguait entièrement à l'aide d'une tablette sonar, suivant une carte lumineuse du réseau de fibres optiques que le Virginia avait construite au cours de 2 jours d'imagerie acoustique passive. Le câble cible était marqué. Le vecteur d'approche était dégagé. Ils disposaient de 90 minutes d'autonomie avec leur recycleur de plongée, ce qui signifiait 90 minutes pour localiser le câble, placer la charge, effacer leurs traces et extraire avant que leur air ne s'épuise ou que leur présence ne soit détectée. Ils poussaient y fort contre les puissants courants sous-marins, les yeux verrouillés sur le compte à rebours. À une vingtaine de mètres de profondeur, l'homme de tête leva la tablette et le réseau apparut à l'écran. Une toile lumineuse de conduits de données courant le long du fond marin comme des veines. Téhéran avait qualifié cela d'une forteresse impénétrable. Mais en cet instant précis, 4 SEAL étaient sur le point de transformer cette forteresse en responsabilité. Et les Iraniens ne verraient jamais rien venir. Le plan ne consistait pas à détruire le câble à proprement parler. Une coupure nette serait détectée en quelques heures et réparée en quelques jours. À la place, la charge utile était quelque chose de bien plus insidieux. Un micro-injecteur de défaut, un appareil sophistiqué, guère plus grand qu'un jeu de cartes, conçu pour être intégré directement dans le cœur de fibres optiques. Une fois installé, il introduirait une corruption intermittente des données dans l'ensemble du réseau. Pas une panne catastrophique, juste de micro-glitches aléatoires, des ordres retardés d'une demi-seconde, des coordonnées décalées de quelques mètres, des flux vidéo qui gèlent l'espace d'une fraction de seconde. Le génie de l'appareil, c'est qu'il ne brise pas le système. Il le rend peu fiable, et ce type d'érosion est bien plus dangereux qu'un sabotage direct. Parce que les ingénieurs iraniens passèrent des semaines à traquer des pannes matérielles fantômes plutôt que de suspecter une attaque extérieure. Mais l'installation nécessitait une précision chirurgicale. Les SEAL déployèrent alors des coupeuses hydrauliques à lame inclinée conçues pour ronger le boîtier protecteur et laisser une fracture irrégulière ressemblant exactement à une usure naturelle. Le genre de dommage qu'on attendrait de plaques tectoniques en mouvement ou d'une encre qui traîne. Quand les plongeurs iraniens descendraient inspecter les lieux, ils verraient un câble éraillé et l'enregistreraient comme une défaillance mécanique, pas comme un acte de guerre. Cette couverture légiste était conçue pour gagner du temps, et dans ce contexte, le temps valait bien plus que la puissance de feu. Cependant, l'opération rencontra un problème critique lors du positionnement final. Le câble cible était enfoui plus profondément dans la boue que prévu. Pour guider l'équipe jusqu'au cœur exact, le Virginia fut contraint de tirer une unique impulsion acoustique haute intensité, un signal de navigation destiné à traverser le limon et à marquer l'emplacement du câble avec une précision centimétrique. Cette impulsion était discrète selon les normes d'un sous-marin, mais elle n'était pas silencieuse. Et elle réveilla quelque chose. Enfoui dans la boue à proximité se trouvait un drone sous-marin iranien, l'Agdar, un actif de patrouille autonome préprogrammé conçu spécifiquement pour protéger les infrastructures stratégiques. Contrairement aux drones de surface, l'Agdar est équipé d'un détecteur d'anomalies magnétiques. Et il captait 2 choses, le sillage métallique laissé par les scooters sous-marins des SEAL et la signature acoustique du signal du Virginia. Le drone rompit sa route de patrouille et vira brutalement en direction de la position de l'équipe.
Ses capteurs frontaux verrouillèrent à la cible. L'Agdar est construit avec un protocole de sécurité. S'il détecte un intrus, il remonte en surface et transmet une alarme chiffrée au commandement de Bandar Abbas. L'équipe SEAL avait désormais entre 12 et 15 minutes avant que le drone ne crève la surface et ne transforme la mission d'un accident scénarisé en un acte de guerre manifeste. À 18 mètres de profondeur, oxygène en déclin, un chasseur robotique qui se rapprochait. Ils étaient acculés. Tandis que l'Agdar accélérait vers leur position, l'équipe répondit avec un brouilleur électromagnétique portatif, un émetteur à faible probabilité d'interception conçu pour neutraliser le drone sans le détruire, parce que le détruire déclencherait immédiatement une alarme de perte de signal au centre de commandement iranien. Un opérateur braqua l'appareil et libéra une rafale concentrée d'énergie radiofréquence précisément accordée aux fréquences des capteurs de l'Agdar. L'impulsion aveugla ses détecteurs d'anomalies magnétiques et brouilla ses gyroscopes internes. Le drone subit ce qui s'apparentait à des dommages cérébraux numériques, tournoyant inutilement dans l'eau, incapable de localiser l'intrus ou de transmettre un signal cohérent. Mais au moment où ce brouilleur s'activa, il transmit également un signal SOS chiffré vers la surface. À sa réception, le destroyer Arleigh Burke s'escalada immédiatement, activant son système SEWIP Block 3, un chef-d'œuvre de guerre dans le spectre électromagnétique. Les puissantes antennes à réseau phasé du SEWIP émirent un brouillard numérique localisé qui enveloppa l'ensemble de la zone opérationnelle. Ce brouillard était conçu pour intercepter et corrompre tout signal de secours que l'Agdar tenterait d'émettre, que ce soit par liaison satellite ou par modem acoustique, créant un trou noir électronique localisé qui garantissait que même un rapport de panne du drone serait absorbé avant d'atteindre une station côtière iranienne quelconque. Mais la mission avait déclenché un second mécanisme. Les Iraniens avaient intégré un système de secours rustique mais redoutable à proximité du nœud de fibre optique. Des déclencheurs acoustiques passifs qui ne fonctionnent pas sur des signaux radio. Ils répondent aux montées en énergie électromagnétique, comme celles générées par le champ de brouillage du SEWIP. Quand la pression électromagnétique monta en flèche, un circuit secondaire enfoui dans la boue s'anima et commença à émettre une impulsion rythmique haute intensité dans l'eau. Une balise de détresse mécanique conçue pour transpercer n'importe quelle contre-mesure électronique. 2 vedettes de patrouille iraniennes qui patrouillaient à environ 5 km de là, la captèrent instantanément et pivotèrent, accélérant à 40 nœuds vers la source. Les SEAL se retrouvaient maintenant coincés entre un drone aveugle et une menace de surface qui arrivait, leur position étant diffusée par une alarme qu'ils n'avaient aucun moyen d'éteindre. Avec les vedettes de patrouille iraniennes qui convergeaient, l'opération entra dans sa phase finale. Une déception coordonnée à domaines multiples conçue pour envoyer l'ennemi chasser des fantômes. Depuis la tranchée profonde, le Virginia commença à déployer des leurres acoustiques, des dispositifs mobiles répliquant exactement les signatures de moteur et d'hélice d'un sous-marin de classe Virginia. Le leurre fila à 20 nœuds dans la direction opposée, plantant un énorme contact fantôme sur les écrans sonars iraniens. Simultanément, le P-8 Poséidon en orbite au-dessus largua un ensemble précis de bouées sonars. À l'impact, les bouées commencèrent à diffuser des sons synthétiques de métal grinçant et de forages sous-marins à haute vitesse, à environ 400 mètres de la position réelle de l'équipe SEAL. Pour les opérateurs sonars iraniens, cela sonnait exactement comme une équipe américaine travaillant frénétiquement au mauvais endroit. Tandis que les vedettes iraniennes se précipitaient après le fantôme généré par le Virginia et le P-8, les opérateurs SEAL se focalisèrent de nouveau sur l'objectif primaire. Ils intégrèrent le micro-injecteur de défaut directement dans le cœur de fibre optique, scellèrent le boîtier et effectuèrent un balayage méticuleux de la scène, comptabilisant chaque pièce d'équipement et lissant chaque trace dans la boue perturbée. Pendant que les unités navales iraniennes, à quelques centaines de mètres de là, larguaient frénétiquement des grenades sous-marines dans des eaux vides. 4 opérateurs SEAL venaient de planter un dispositif qui démantèlerait silencieusement la confiance du commandement iranien au cours des 2 semaines suivantes, transformant un réseau valant des milliards en une responsabilité criblée de défaillance. Peu après, l'équipe se dissout dans l'obscurité, nageant le long du fond marin jusqu'au point d'extraction de secours. 4 silhouettes émergèrent à la surface aux côtés du navire de soutien. Chaque pièce d'équipement fut récupérée discrètement. Le navire reprit son rôle de chalutier civil à la dérive.
Aux premières lueurs de l'aube, les SEAL étaient de retour à bord de l'Arleigh Burke, et le golfe Persique avait exactement la même apparence qu'il avait toujours eue. Mais l'équilibre des forces avait silencieusement basculé. À Bandar Abbas, les ingénieurs iraniens ne trouvèrent qu'un câble éraillé et mâché, la signature parfaite d'un accident naturel. Ils n'avaient aucune idée que le micro-injecteur était déjà à l'intérieur. Au cours des 2 semaines suivantes, le réseau de commandement iranien amorça sa lente détérioration. Des ordres pour les embarcations d'attaque rapide retardées, des coordonnées de missiles décalés de marge critique, des flux vidéo qui gèlent. Les SEAL avaient donc pas dépouillé l'ennemi de son système nerveux sans tirer un seul coup de feu, transformant une flotte valant des milliards en une collection de géants aveugles. Ce n'était pas simplement un sabotage réussi. C'était une démonstration de domination à domaines multiples, exécutée avec une précision chirurgicale, utilisant des outils relativement peu coûteux pour produire des résultats stratégiques qui avaient fait basculer l'ensemble du calcul opérationnel dans le Golfe. La combinaison de la discrétion d'un sous-marin de classe Virginia, des capacités SEAL, de la guerre électromagnétique et de la tromperie aéroportée créa un système dans lequel, même si un élément venait à défaillir, 2 solutions de secours étaient déjà en cours d'exécution. Si l'équipement de brouillage avait lâché et que l'Agdar avait réussi à transmettre une alerte, la mission aurait pivoté instantanément d'un sabotage discret vers une annihilation à spectre complet. Les P-8 Poséidon auraient déclenché des frappes de précision à longue portée. Toute la flotte côtière iranienne aurait été réduite à l'état de ferraille dans le port avant qu'un seul marin n'aperçoive le moindre SEAL. C'est la promesse permanente. Qu'il s'agisse d'un silence absolu ou d'un mur écrasant de puissance de feu, l'ennemi ne reçoit jamais l'occasion de riposter. En ce moment même, les officiers du commandement iranien s'efforcent de comprendre pourquoi leur système continue à dysfonctionner. Et ils continueront à traquer des pannes matérielles pendant que cet injecteur érode tranquillement leur confiance, une micro-défaillance à la fois.